Taylor était passée maître dans l'art de vivre invisible. Elle se lavait dans les toilettes des stations-service, collectait des matières recyclables pour une poignée de centimes, dormait dans des immeubles abandonnés et sous les ponts. Mais l'hiver approchait, et cette nuit-là, debout sur cette passerelle, Taylor avait atteint ses limites. Un klaxon de camion retentit sur l'autoroute en contrebas. Taylor recula, s'éloignant de la balustrade. Le son brisa sa dangereuse rêverie. Elle posa les yeux sur Iris, la seule chose qui la rattachait encore à ce monde, et quelque chose se durcit dans son regard. « Pas aujourd'hui », se murmura-t-elle. Taylor resserra son mince manteau autour de ses épaules et se tourna vers son chariot de supermarché. La pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle un froid pénétrant qui promettait du gel au matin. Avec précaution, elle ajusta la bâche en plastique qui couvrait sa fille endormie. Iris, 9 ans, bougea à peine, épuisée depuis des heures. « Il est temps de partir, ma chérie », lui dit Taylor. Iris cligna des yeux en s'éveillant. Ses grands yeux bruns étaient encore embrumés par le sommeil. « Pour un vrai endroit ?» demanda-t-elle. « Presque », répondit Taylor, en forçant une note joyeuse dans sa voix. « Tu te souviens de cette vieille usine que je t'ai montrée la semaine dernière ?» L'usine textile abandonnée Brennan se dressait comme un monument oublié dans l'est de la ville. Fermée depuis 1997, avec ses fenêtres brisées et une clôture métallique couverte de panneaux « Défense d'entrée ». Mais Taylor avait passé des semaines à la reconnaître, tournant autour comme un animal prudent, marquant un endroit où la clôture avait été coupée et maladroitement réparée avec du fil de fer torsadé. Il leur fallut 40 minutes pour pousser le chariot à travers la ville, évitant les zones bien éclairées où la police pourrait les interroger, restant dans l'ombre et les ruelles de service. Iris marchait à côté, une main sur le chariot, l'autre serrant son lapin en peluche. « On y est presque », promit Taylor, alors que la silhouette imposante de l'usine apparaissait. À la clôture, Taylor détordit le fil de fer qu'elle avait repéré des semaines auparavant, créant une ouverture juste assez grande pour se faufiler. Elle aida Iris à passer en premier, puis commença à transférer leurs maigres possessions. Un sac à dos de vêtements, une petite trousse de toilette, 3 livres précieux et une caisse en plastique contenant leurs ustensiles de cuisine. Un réchaud de camping trouvé dans une benne, des couverts dépareillés et des bouteilles d'eau. « Et le chariot ?» demanda Iris. « On doit le laisser, » dit Taylor. « Mais on en trouvera un autre quand on en aura besoin. » Passoa. Et ça-bas. L'intérieur de l'usine était caverneux. Des fenêtres brisées filtraient le clair de lune sur des machines rouillées qui ressemblaient à des squelettes mécaniques. Iris se serra contre sa mère. « Ça fait peur. »« Ce n'est qu'un bâtiment, » la rassura Taylor, sentant les vies et les moyens de subsistance depuis longtemps disparus. « Et c'est sec. Viens par là. » Elle conduisit Iris vers l'arrière de l'usine, où elle avait découvert l'ancien bureau d'un contremaître lors d'une reconnaissance précédente. Contrairement à l'étage principal, le bureau avait encore une porte intacte, un bureau poussiéreux et une unique fenêtre sale. Plus important encore, le toit au-dessus ne fuyait pas, laissant le sol relativement sec. « Bienvenue chez nous », annonça Taylor. Iris se tenait sur le seuil. « Pour combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Aussi longtemps qu'on pourra. » Cette nuit-là, elles nettoyèrent des décennies de poussière dans un coin du bureau et étendirent leur couverture sur le sol. Elles dînèrent de beurre de cacahuète sur du pain rassis et burent de l'eau. Le matin apporta une lumière grise à travers la fenêtre sale et une nouvelle détermination. Après un petit déjeuner composé de la dernière barre de céréales qu'elles se partagèrent, Taylor commença à transformer leur coin de l'usine abandonnée en quelque chose qui ressemblait à un foyer. « D'abord, l'école, » dit-elle fermement à Iris. « Ensuite, on nettoie. »
Pendant 3 heures, Taylor fit l'école à sa fille du mieux qu'elle put, lui lisant des problèmes de mathématiques simples qu'elle résolvait avec un bout de crayon dans les marges d'un vieux journal. Après les leçons, vint la transformation de l'espace. Taylor avait récupéré des chiffons dans une benne derrière une entreprise de nettoyage. Utilisant l'eau de pluie recueillie dans un vieux seau, elles frottèrent le sol jusqu'à ce que le béton d'origine apparaisse sous les couches de crasse. « Regarde, maman !» s'exclama Iris en montrant une zone plus propre. « En fait, c'est même joli. » Taylor sourit. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» Elles suspendirent des bâches récupérées sur un chantier de construction pour diviser l'espace en pièces. Une zone de couchage, une cuisine autour du réchaud de camping, et ce qu'Iris appela le salon, qui se composait de 2 caisses de lait en guise de chaise et d'une bobine de câble en bois pour table. Sur cette table improvisée, Iris arrangea soigneusement ses quelques biens précieux, les 3 livres, son lapin en peluche et une photo encadrée de Taylor dans son uniforme d'infirmière, souriant avec confiance à l'appareil photo. Le soir, épuisées mais satisfaites, elles s'assirent sur les caisses de lait et mangèrent des haricots réchauffés sur le réchaud. Dehors, les fenêtres brisées de l'usine encadraient un ciel qui virait à l'orange et au rose avec le coucher du soleil. « C'est pas si mal ici, » dit Iris. « Non, ce n'est pas si mal. »« Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Une vraie maison ?» Taylor attira sa fille contre elle. « Ma chérie, la maison, ce n'est pas un lieu, c'est nous. Tant que nous sommes ensemble, nous sommes à la maison. » Au cours des 3 mois suivants, elles établirent une routine. Les matinées étaient consacrées aux cours, avec des livres empruntés à la bibliothèque. L'après-midi, Taylor laissait Iris, assez grande pour rester seule pendant de courtes périodes, pendant qu'elle cherchait de l'argent. Elle ramassait des canettes à recycler, faisait des petits boulots payés en liquide, nettoyait des gouttières pour un vieil homme, aidait un petit restaurant à préparer des légumes dans l'arrière-cour et tenait des panneaux au carrefour pour des ventes de liquidation. Chaque jour se fondait dans le suivant. Elles devinrent des expertes de l'invisibilité, une partie du décor de la ville. Taylor apprit quelle benne contenait des restes comestibles, quel policier faisait en semblant de ne pas les voir, et quelle église servait des repas le mercredi. Elle mémorisa les horaires des toilettes publiques, l'emplacement des robinets extérieurs où elle pouvait remplir des bouteilles d'eau, et les endroits où le signal Wi-Fi gratuit de la bibliothèque passait à travers les murs, pour qu'Iris puisse parfois regarder des vidéos éducatives sur le vieux smartphone de Taylor. L'hiver s'intensifiait autour d'elle. Elle bouchait les fissures du bureau de l'usine avec des journaux et des chiffons. Taylor empruntait des palettes en bois derrière les magasins pour surélever leur literie du sol glacial. Les nuits les plus froides, elle brûlait des bouts de bougies dans une boîte en métal pour avoir l'illusion de la chaleur, à défaut d'autre chose. Pendant tout ce temps, Taylor économisait. Les centimes se transformèrent en dollars, cachés dans un flacon d'aspirine glissé dans son soutien-gorge. En février, elle avait accumulé 86 $. C'est par un mardi particulièrement glacial que Taylor rencontra le vieux Luther, un autre sans-abri qui récupérait du fil de cuivre dans les bâtiments abandonnés. Leurs chemins se croisèrent derrière l'armée du salut, tous deux espérant être les premiers dans la file lorsque les dons seraient triés. « Salut, Vive !» fit Luther de la tête. Sa barbe grise était durcie par des cristaux de glace. « Ta gamine est à l'usine ?» Taylor répondit. « Du cuivre aujourd'hui ?»« Non, j'ai tout ratissé. Mais j'ai entendu parler de quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ils vendent aux enchères des box de stockage à Riverside cet après-midi. Les gens ne paient pas leur loyer. Ils perdent leurs affaires. Parfois, tu peux faire de bonnes affaires si tu as quelques dollars. » Taylor y réfléchit. Elle avait vu des ventes aux enchères comme ça à la télévision,
quand elle en avait encore une. Les gens enchérissaient sur des box abandonnées et trouvaient parfois des trésors valant des milliers de dollars. « À quelle heure ?» demanda-t-elle, sa main touchant instinctivement le flacon d'aspirine à travers ses couches de vêtements. « Tu peux y aller à midi, » dit Luther, ajoutant. « Ça vaut peut-être le coup d'œil. C'est mieux que de geler ici toute la journée. » À midi, Taylor alla chercher Iris à l'usine. « On part à l'aventure, » annonça-t-elle. « Quel genre d'aventure ?» demanda Iris, sceptique. « Une qui pourrait nous aider, » dit Taylor. « Il y a une vente aux enchères. Parfois, les gens trouvent des choses de valeur, comme des trésors, de vrais trésors. Peut-être pas de l'or de pirate, mais quelque chose qu'on pourrait vendre. Quelque chose pour nous aider à passer l'hiver. » Elles prirent une bus de ville en utilisant 2 de leurs précieux dollars et se rendirent à la périphérie de la ville, où Riverside Self-Storage occupait un vaste terrain. Une petite foule s'était rassemblée, peut-être 20 personnes, principalement des hommes avec des camionnettes et des fourgons, clairement des professionnels qui faisaient cela régulièrement. Taylor et Iris restèrent à l'écart. Un commissaire-priseur à l'air las avançait méthodiquement le long d'une rangée de box. Les enchères étaient rapides et compétitives. Les unités se vendaient pour des centaines de dollars, bien au-delà des moyens de Taylor. Elle commença à penser qu'elles avaient gaspillé l'argent du ticket de bus. « Unité 273, » annonça le commissaire-priseur d'un ton monotone. « 6 mois de retard. Propriétaire décédé. Aucun héritier retrouvé. Mise à prix, 50 dollars. La porte métallique était à moitié levée, révélant ce qui semblait être des boîtes endommagées par l'eau, de vieux meubles et des piles de magazines. Rien de spécial. Les acheteurs professionnels ne prirent même pas la peine de regarder de plus près. « 50, » répéta le commissaire-priseur. « Quelqu'un pour 50 ?» L'appel fit avancer Taylor. « 50, » dit-elle, d'une voix plus forte qu'elle ne le pensait. Le commissaire-priseur cligna des yeux, surpris d'entendre une offre pour une unité si peu prometteuse. 50 dollars, une fois, 2 fois, vendu à la dame au manteau vert. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» murmura sa fille, inquiète. Qu'avait-elle fait? Dépenser plus de la moitié de ses économies pour ce qui ressemblait à des détritus. Taylor sentit son estomac se nouer en remettant l'argent et en recevant une clé de cadenas et un presse-papiers à signer. « Vous avez 48 heures pour le vider », l'informa sèchement le gérant de l'entrepôt. « Tout ce qui restera après ça devient la propriété de Riverside. » Alors que la foule se dirigeait vers le box suivant, Taylor et Iris restèrent seuls devant leur achat. Iris jeta un coup d'œil à l'intérieur, son enthousiasme initial s'évanouissant. « Ce ne sont que de vieilles affaires, » dit-elle. « Allons voir de plus près, » suggéra Taylor. L'odeur les frappa en premier, le moisi et l'abandon. L'odeur de renfermer du papier laissé trop longtemps dans l'humidité. À l'intérieur, le box mesurait environ 3 mètres sur 3, rempli à ras-bord des débris de la vie oubliée de quelqu'un. Des boîtes en carton se désintégraient au toucher, renversant des livres imbibés d'eau. Une commode cassée était penchée sur le côté, 2 tiroirs manquants. Des piles de magazines National Geographic de 1972 et 1982 formaient des tours jaunies le long d'un mur. Dans le coin, il y avait une vieille machine à coudre, ses pièces métalliques complètement rouillées. « Maman !» s'écria Iris. « C'était notre argent pour la nourriture. Pourquoi l'as-tu gaspillé pour des ordures ?»« Je ne sais pas, ma chérie. J'ai juste eu un pressentiment. » Iris donna un coup de pied dans un sac de vêtements moisis. « On aurait pu acheter de la vraie nourriture, une nouvelle couverture, ou des médicaments si je retombe malade. »« Je suis désolée, » murmura-t-elle, luttant pour retenir ses larmes. Elles restèrent silencieuses, au milieu des possessions ruinées d'un étranger,
le poids de l'erreur de Taylor pesant entre elles. Peut-être qu'on peut encore trouver quelque chose à vendre, suggéra Taylor. Regardons au moins tout avant d'abandonner. À contre-cœur, Iris acquiesça. Elles commencèrent à trier méthodiquement le contenu du box. Les vêtements étaient sans valeur, mangés par les mites et le moisi. Les magazines auraient pu avoir de la valeur pour un collectionneur s'ils n'avaient pas été endommagés par l'eau. La commode s'effondra complètement quand Taylor tenta de la déplacer. « Regarde, maman », appela Iris, tenant un petit presse-papiers en verre avec un papillon préservé à l'intérieur. « C'est joli. Quelqu'un pourrait l'acheter. »« Bien vu, ma chérie. Mets-le sur le tas des choses à garder. » Et le tas des choses à garder restait pathétiquement petit. Le presse-papier, un ensemble de tasses en céramique relativement intactes et un cadre en argent, terni mais récupérable. Rien qui ne leur rapporterait ne serait-ce qu'une fraction de leurs $50. Alors que l'après-midi avançait, la frustration et la faim les rongeaient toutes les deux. Taylor avait apporté un unique sandwich au beurre de cacahuète qu'elles partagèrent assises sur le sol en ciment du box. « On devrait y aller bientôt, » dit Taylor, en vérifiant l'heure sur son téléphone. « Et toutes ces affaires ?» demanda Iris. « On prendra ce qu'on peut porter. On reviendra peut-être demain pour jeter un autre coup d'œil. » Alors que Taylor rassemblait leurs maigres trésors dans un sac en plastique, quelque chose attira son attention. Le mur du fond du box présentait des taches d'eau formant un motif inhabituel. Des lignes droites, géométriques, pas les dégâts naturels d'une infiltration d'eau qui se serait propagée de manière organique. Curieuse, elle s'approcha, écartant une pile de magazines. Le mur était recouvert de panneaux de bois bon marché, courant dans les années 1970, mais les taches d'eau suivaient les joints des panneaux avec une précision étrange. Taylor appuya sa main contre le panneau. Il bougea légèrement. « Iris », appela-t-elle doucement, « viens voir. » Ensemble, elles examinèrent le mur. Taylor fit glisser ses doigts le long du bord d'un panneau et sentit un léger jeu. Elle y glissa ses ongles et tira doucement. Le panneau bougea, révélant qu'il n'était pas fixé à un mur plein. « C'est une fausse cloison », murmura-t-elle, l'excitation montant en elle. Elles dégagèrent entre la zone. Puis Taylor tira plus fort sur le panneau. Il se détacha dans un craquement d'adhésif vieilli, révélant un espace étroit derrière, d'une 60aine de centimètres de profondeur peut-être. « C'est une cachette secrète », chuchota Iris, comme dans les livres. Taylor plongea la main dans l'espace sombre. Le cœur battant, sa main heurta quelque chose de solide. Une boîte en métal. Elle la sortit avec précaution. C'était une caisse à outils, lourde et d'apparence coûteuse, couverte de poussière, mais dont les 3 serrures robustes étaient intactes. « Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ?» demanda Iris. Taylor plongea à nouveau la main et en retira une grande enveloppe en papier kraft, scellée à la cire rouge. Sur le devant, d'une écriture fine, étaient inscrits ces mots. « À celui ou celle qui trouvera ceci, pardonnez-moi de ne pas avoir eu le courage. » Assoyez. Une fois de plus, elle y glissa la main et sortit une petite boîte en bois aux sculptures complexes, de la taille d'un livre de poche. Taylor posa ses trouvailles sur le sol, les contemplant avec incrédulité. « Ouvre-les », insista Iris. Taylor essaya d'abord la caisse à outils. Les serrures étaient solides, exigeant des clés qu'elle n'avait pas. La boîte en bois, en revanche, s'ouvrit facilement. À l'intérieur se trouvaient 6 photographies en noir et blanc, soigneusement conservées dans des pochettes en plastique. Elles montraient un homme, âgé d'une 30aine ou 40aine d'années, avec des yeux doux et un sourire confiant. Sur l'une d'elles, il se tenait fièrement devant un bâtiment que Taylor reconnut avec un choc. L'usine textile Brennan, leur refuge actuel. Il avait le bras autour d'une femme plus jeune. Taylor retourna la photo et lut la légende manuscrite.
Jour de l'inauguration, 1962. On allait changer le monde, Tommy. C'est notre usine, dit Iris. Oui, murmura Taylor. Le seau de cire se brisa facilement, révélant plusieurs pages de lettres manuscrites à l'intérieur de la boîte. Il commence à faire trop sombre pour lire ici, dit Taylor. Emportons tout ça à l'usine. Là-bas, on pourra tout examiner plus tranquillement. Elle ne pouvait pas en emporter beaucoup plus, la caisse à outils étant trop lourde. Taylor l'enveloppa soigneusement dans une chemise relativement propre trouvée dans le box, puis la plaça dans son sac à dos avec l'enveloppe et la boîte en bois contenant les photos. « On devrait tout refermer à clé ?» demanda Iris. Taylor réfléchit. « Non, il n'y a plus rien qui vaille la peine d'être volé, et peut-être que quelqu'un d'autre trouvera quelque chose d'utile dans ce qui reste. » Elles attrapèrent de justesse le dernier bus pour le centre-ville, dépensant encore 2 précieux dollars. Durant tout le trajet, le sac à dos pesait lourdement sur les genoux de Taylor. Son contenu, un mystère qui faisait battre son cœur de toutes les possibilités. À l'usine, elles se faufilèrent à travers la clôture alors que le crépuscule tombait. Le bâtiment semblait différent à Taylor maintenant, sachant que l'homme souriant de la photographie s'était un jour tenu fièrement devant lui. Dans leur abri de fortune, Taylor alluma la lanterne de camping et la posa sur la table en bois. Iris disposa soigneusement leurs nouvelles acquisitions, la caisse à outils, l'enveloppe et la boîte en bois avec les photographies. « Je peux voir la lettre ?» demanda-t-elle. « Après qu'on ait mangé. »« Promis, » assura Taylor. Elles mangèrent rapidement, espérant que la soupe insipide gagnerait en saveur d'une manière ou d'une autre. Quand elles eurent terminé, Taylor déplia les pages de la lettre. L'écriture était tremblante, mais lisible. L'encre était passée par endroits. Elle commença à lire à voix haute. « Je m'appelle Adelaide Brennan. J'ai 74 ans et je suis une lâche. Cette usine, l'usine textile Brennan, appartenait à mon père. Quand il est mort, en 1975, il nous l'a laissée, à moi et à mon frère Thomas. Nous l'avons dirigée ensemble jusqu'en 1983, quand Thomas est mort dans un accident de travail. Les enquêteurs de l'assurance ont conclu à un accident. Ce n'en était pas un. » La voix de Taylor vacilla. Elle regarda Iris, dont les yeux étaient écarquillés d'intérêt. « On dirait un roman policier, » chuchota la petite fille. « Continue de lire, maman. » Taylor reprit. Thomas avait découvert que notre chef d'atelier, Dale Pritchett, était impliqué dans une combine, falsifiant les inspections de sécurité et empochant l'argent destiné à l'entretien du matériel. Thomas l'a confronté. 3 jours plus tard, l'accident a eu lieu. Dale s'était arrangé pour être loin de l'atelier ce jour-là. Je savais. J'avais le journal de Thomas. Il documentait tout. J'avais des preuves, mais Pritchett avait des relations, des conseillers municipaux, la police, des chefs de syndicats, et moi, j'étais une veuve sans enfant qui avait hérité d'un empire dont elle n'avait jamais voulu. J'étais terrifié. Alors, j'ai fermé l'usine. J'ai enfermé les preuves de Thomas dans cette boîte et je me suis tue. Pendant 34 ans, j'ai vécu avec cette honte. Taylor regarda la caisse à outils avec une nouvelle compréhension. Ce n'étaient pas juste de vieux outils là-dedans. C'était la preuve d'un meurtre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle revenait à la lettre. La caisse à outils contient le journal de Thomas, les rapports d'inspection falsifiés, des photographies du matériel qu'il a tué et des registres financiers prouvant le détournement de fonds. Y est également inclus l'acte de propriété de cette usine, qui est toujours à mon nom. Je ne l'ai jamais vendu. Je n'en ai pas eu le courage. Ainsi que les codes d'accès à un coffre-fort à la First National Bank, coffre 891. Je suis en train de mourir. D'un cancer. Trop tard pour le courage, je suppose. Mais peut-être que celui ou celle qui trouvera ceci aura plus de force que moi. Peut-être pourra-t-il faire ce que je n'ai pas pu. Dire la vérité. Taylor posa la lettre,
l'esprit en ébullition. L'usine, leur refuge, appartenait toujours à la succession d'Adelaide Brennan. La caisse à outils contenait la preuve d'un meurtre étouffé pendant des décennies. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» demanda Iris. « Ça veut dire, dit Taylor lentement, que nous avons trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait être très significatif pour les bonnes personnes. » Elles examinèrent les photographies plus attentivement. Le visage doux de Thomas Brennan les regardait à travers le temps. Un homme mort pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Sur une autre photo, il se tenait à côté d'une adolescente. Au dos était écrit « Tommy et Margaret en partie de pêche, 1982, son 13e anniversaire. » Kakara. Margaret, murmura Taylor à sa fille. Cette nuit-là, Taylor ne put dormir. La caisse à outils reposait dans un coin de leur espace, ses 3 serrures formant une barrière frustrante. Quelle preuve se trouvait à l'intérieur? Et, plus importante encore, que devait-elle en faire? Elle était sans abri, sans crédibilité. Le meurtre, si c'en était un, avait eu lieu il y a près de 40 ans. Dale Pritchett, l'homme qu'Adelaide accusait, pouvait être mort à présent, ou toujours puissant et dangereux. Le matin apporta la faible lumière du soleil de février et une décision. Après le petit déjeuner, Taylor expliqua son plan à Iris. « Aujourd'hui, on va à la bibliothèque. Je dois faire des recherches en ligne sur l'usine et sur Thomas. Oui, et sur Dale Pritchett. Et il faut qu'on voie si on peut retrouver la fille de Thomas, Margaret. Elle doit approcher la 50aine maintenant. La bibliothèque municipale était leur refuge habituel les jours de froid. Chaude, sûre, avec un accès gratuit à Internet et des toilettes avec du savon et de l'eau chaude. Elles arrivèrent à l'ouverture à 9 heures et s'installèrent dans un coin tranquille avec 2 ordinateurs. Taylor commença par la mort de Thomas Brennan. Un bref article de journal d'octobre 1983 confirmait que Thomas Brennan, 43 ans, copropriétaire de la filature Brennan, était décédé dans un accident de travail impliquant un métier à tisser. Ensuite, elle chercha Dale Pritchett. À sa grande surprise, il était bel et bien vivant, 79 ans, vivant dans un manoir du quartier riche de Heights. Après avoir quitté la filature Brennan, il était devenu un consultant d'affaires prospère, ayant même une rue à son nom dans le nouveau quartier des affaires. La recherche sur la propriété de l'usine fut tout aussi révélatrice. Elle était toujours répertoriée comme appartenant à la succession d'Adelaide Brennan, bloquée dans les limbes de la succession. Selon les archives du tribunal, Adelaide était décédée 18 mois plus tôt sans laisser de testament, laissant la propriété dans un purgatoire juridique. Enfin, Taylor chercha Margaret Brennan. Cela s'avéra plus difficile, car elle s'était probablement mariée et avait changé de nom. Mais après avoir essayé plusieurs combinaisons, Taylor trouva une piste prometteuse. Margaret Brennan Hoskins, 52 ans, professeure d'histoire au lycée de Westside. « C'est elle », chuchota Taylor, comparant la photo du corps professoral avec l'adolescente sur la photo de la partie de pêche. Les yeux étaient les mêmes, tristes mais déterminés. Le plus surprenant fut la découverte de Taylor qu'après la mort de Thomas, 5 autres ouvriers étaient morts à l'usine entre 1983 et sa fermeture en 1987. Tous considérés comme des accidents. « Il ne s'agit pas seulement d'un homme, » murmura Taylor, prenant des notes sur un bout de papier. « Il s'agit de 5 familles qui n'ont jamais eu de réponse. »« On va le leur dire ?» demanda Iris. « Oui, » décida Taylor. « On va le leur dire, en commençant par Margaret. » De retour à l'usine, Taylor rédigea une lettre soignée. Elle n'avait ni timbre, ni adresse de retour, mais elle pouvait la poster depuis la boîte aux lettres publiques de la bibliothèque. Elle écrivit « Chère Madame Brennan Hoskins, vous ne me connaissez pas,
Mais j'ai récemment trouvé quelque chose qui appartenait à votre père, Thomas Brennan. Je crois que vous aimeriez le voir. 6 juin, je vous envoie une photocopie d'une partie d'une lettre écrite par votre tante Adelaide avant sa mort, ainsi qu'une des photographies que j'ai trouvées avec. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-moi à Riverfront Park ce samedi à 14 heures. Je serai près de la fontaine avec ma jeune fille. J'ai quelque chose que votre père aurait voulu que le monde sache. Elle signa simplement une amie et joignit une photocopie de la lettre d'Adelaide et une des photographies, celle avec la jeune Margaret, qu'elle fit à la bibliothèque le lendemain. Elle envoya la lettre en utilisant l'adresse trouvée sur le site du lycée Westside. Désormais, il ne leur restait plus qu'à attendre et à espérer que Margaret réponde. « Et si elle ne vient pas ?» demanda Iris. « Alors on essaiera une autre approche, » dit Taylor fermement. « Mais je pense qu'elle viendra. Il s'agit de son père, de la justice. » Les jours suivants, elles reprirent leur routine. Taylor ramassa des canettes et fit quelques petits boulots. Iris étudia avec des livres de la bibliothèque. Mais la caisse à outils reposait dans un coin, tel un témoin silencieux, un rappel de la tâche qu'elles avaient entreprise. Le samedi arriva, froid mais clair. Elles enfilèrent leurs vêtements les plus propres, un terme relatif quand on n'a que 2 tenues, et prirent le bus pour Riverfront Park. La fontaine ne fonctionnait pas en hiver. Son bassin était sec et rempli de feuilles brunes, mais c'était un point de repère facile. Elles arrivèrent en avance et s'assirent sur un banc avec une vue dégagée sur les entrées du parc. Iris serrait son lapin en peluche, nerveuse. « Comment saura-t-on que c'est elle ?» chuchota-t-elle. « On a vu sa photo, » lui rappela Taylor, « et elle cherchera une femme avec une petite fille. À 13h55, une berline entra dans le parking. Une femme en sortit, grande, le dos droit, coiffée du même chignon sévère que sur sa photo de professeur. Elle resta un long moment près de sa voiture, scrutant le parc, se demandant manifestement si elle devait s'avancer. « C'est elle. » Taylor se leva. « Madame Brennan Hoskins ?» demanda Taylor, alors qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres. La femme hocha la tête, le corps raide. « C'est vous qui avez envoyé la lettre. Ce n'était pas une question. » Son regard balaya les vêtements usés de Taylor, puis se posa sur Iris, s'adoucissant légèrement à la vue de l'enfant. « Vous avez dit que vous aviez quelque chose de mon père. » Taylor plongea la main dans son sac et en sortit la boîte en bois avec les photographies. Celles-ci étaient cachées dans un box de stockage que j'ai acheté aux enchères. Elles appartenaient à votre tante Adelaide. Les mains de Margaret tremblaient en prenant la boîte. Quand elle l'ouvrit et vit la photo de la partie de pêche, son sang-froid vacilla. « Où avez-vous trouvé ça ?» murmura-t-elle, passant un doigt sur l'image d'elle-même, plus jeune. « J'ai perdu toutes mes photos de lui quand nous avons déménagé. »« Il y a plus, » dit doucement Taylor, en lui montrant la lettre originale. « Votre tante a laissé ceci avec les photos. » Margaret lut la lettre d'Adelaide, là, dans le parc, son visage pâlissant à chaque paragraphe. Quand elle eut terminé, des larmes coulèrent sur ses joues. « Je le savais, » dit-elle. « J'ai toujours su que ce n'était pas un accident. Ma mère le savait aussi. Mais nous n'avions aucune preuve. Et Pritchett. Il a envoyé des hommes chez nous. Il nous a menacés. Nous avons déménagé, changé de nom. Je n'étais pas revenu dans cette ville depuis 40 ans. Maintenant, nous avons des preuves, » dit calmement Taylor. Margaret la regarda, surprise. « Où sont-elles ?»« Dans la caisse à outils. »« Dans un endroit sûr, » répondit Taylor, pas encore prête à révéler qu'elle vivait dans l'usine même où Thomas était mort. « Je dois les voir, » dit Margaret. « Tout. »« Je ne peux pas ouvrir les serrures, » admit Taylor. « Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Un détective à la retraite nommé Frank Howey. Il a quitté la police à cause de la corruption. Il comprendra la nécessité d'être discret. » Elles convinrent de se retrouver le lendemain soir dans un lieu neutre.
un café fermé appartenant au cousin de Frank, où elle pourrait examiner le contenu de la caisse à outils en privé. Au moment de se séparer, Margaret tendit impulsivement la main et serra celle de Taylor. « Merci, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Vous auriez pu ignorer tout ça. La plupart des gens n'y auraient pas prêté attention. » Taylor songea aux nombreuses fois où on l'avait ignorée depuis qu'elle était sans abri. « Parfois, répondit-elle, ceux que la société ne voit pas sont ceux qui voient avec le plus de clarté. » Ce soir-là, de retour au moulin, Taylor tentait d'assimiler tout ce qui s'était passé. Elles avaient retrouvé Margaret Brennan Hoskins, la fille de Thomas, devenue une professeure d'histoire d'âge mûr, qui avait passé sa vie à s'interroger sur la mort de son père. Le lendemain, elle devait rencontrer un détective à la retraite pour ouvrir la boîte à outils et examiner son contenu. « Maman !» La voix d'Iris interrompit ses pensées. « On fait quelque chose de bien. » « Oui, » répondit Taylor après un instant. « Je crois que oui, même si c'est arrivé il y a longtemps. La vérité n'a pas de date de péremption, ma chérie. J'aime bien Madame Margaret. Elle a des yeux tristes comme toi, parfois. Je crois qu'on a toutes les deux perdu des choses. Mais maintenant, elle va peut-être avoir des réponses, fit remarquer Iris. C'est bien, non? Très bien. Le jour suivant, pleine d'anticipation, Taylor n'osa pas quitter l'usine pour sa tournée habituelle de recyclage, craignant de perdre la boîte à outils de vue. À la place, elles se préparèrent pour la rencontre du soir, rassemblant les photos, la lettre, et enveloppant soigneusement la boîte à outils dans un vieux pull pour le transport. « On devrait prendre toutes nos affaires ?» demanda Iris. « Non, » décida-t-elle après réflexion. « On reviendra ici ce soir. C'est toujours notre abri. » À 18h, elles prirent un bus pour l'adresse que Margaret leur avait donnée. Un café fermé dans un quartier mixte. Le panneau sur la porte indiquait « Fermé pour rénovation », mais une lumière brillait à l'arrière. Taylor frappa à la porte en suivant le code que Margaret avait spécifié. 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres. Margaret ouvrit aussitôt, les invitant à entrer. Le café était vide, les chaises empilées sur les tables, mais les lumières de la cuisine étaient allumées et un homme était assis à une table au fond avec plusieurs outils devant lui. « Voici Frank, » dit Margaret, présentant l'homme, un Afro-Américain d'une 60aine d'années, avec des yeux vifs et une barbe poivre et sel. « Frank, voici Taylor et sa fille, Iris. » Frank Way hocha la tête. « Margaret m'a dit que vous aviez trouvé quelque chose d'intéressant. C'était caché derrière une fausse cloison, dans un entrepôt abandonné, » expliqua-t-elle. D'après la lettre d'Adelaide Brennan, elle contient la preuve que son frère Thomas a été assassiné en 1983. Frank examina la boîte à outils sans la toucher. 3 serrures à barillet de haute qualité. C'étaient des serrures robustes pour l'époque. Il regarda Taylor. « Vous comprenez dans quoi vous pourriez vous embarquer? Pritchett est toujours un homme puissant dans cette ville. »« Je comprends, » dit Taylor. « Mais 5 autres ouvriers sont morts après Thomas Brennan. 5 familles n'ont jamais eu de réponse. Laissez-moi d'abord voir la lettre. » Après avoir lu la confession d'Adelaide, le détachement professionnel de Frank vacilla légèrement. « Je me souviens de ces affaires. J'étais une jeune recrue à l'époque. Le département a vite classé toutes les questions sur les morts à l'usine. Trop vite. J'ai toujours trouvé ça suspect. Je peux l'ouvrir, mais je veux être clair. Si elle contient ce que prétendait Adelaide Brennan, cela pourrait être une preuve dans plusieurs homicides. À terme, il faudra que cela soit traité par les voies officielles. Nous voulons seulement la vérité, dit fermement Margaret. Frank hocha la tête et se mit au travail avec ses outils. Il fallut près de 20 minutes de manipulation délicate avant que le premier cadenas ne cède.
Le deuxième suivit plus rapidement. Le troisième fut le plus récalcitrant, exigeant une approche différente et plusieurs tentatives avant de céder avec un déclic définitif. À l'intérieur, méticuleusement rangés, se trouvaient exactement les objets décrits par Adelaide. Au-dessus, un journal relié en cuir avec T. Brennan gravé sur la couverture. En dessous, des dossiers étiquetés par date, contenant ce qui semblait être des rapports d'inspection, certains originaux, d'autres clairement modifiés. Un dossier séparé contenait des photographies de machines avec des notes manuscrites, signalant des défauts dangereux. Les livres de compte montraient des écarts entre les fonds alloués pour les réparations et ceux réellement dépensés. Mais le plus accablant de tout était un petit magnétophone avec une cassette encore à l'intérieur et une note tapée collée dessus, qui disait « Confession de Pritchett, 12 octobre 1983, conversation au bureau, enregistrée à son insu. » « Mon Dieu !» murmura Margaret. « Il avait tout. Mon père avait les preuves. » Frank manipula chaque objet avec soin, examinant les rapports d'inspection d'un œil expert. « Ceux-ci ont été clairement falsifiés, » confirma-t-il. Les problèmes de sécurité d'origine ont été complètement supprimés des versions finales. Ces registres financiers montrent que Pritchett a détourné près de 300 000 $ destinés à l'entretien des équipements sur 3 ans. Et ça, on peut encore l'écouter. Peut-être. Les cassettes se dégradent avec le temps, mais des experts peuvent restaurer de vieux enregistrements. Je connais quelqu'un de confiance. Comme promis, la boîte contenait également une enveloppe épaisse marquée D. Brennan, Textile Mill, et une plus petite avec First National Bank Box 891, écrit dessus. Margaret ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. « C'est encore au nom d'Adelaide », confirma-t-elle après avoir examiné le document légal. « L'usine n'a jamais quitté le patrimoine familial, ce qui signifie qu'elle est maintenant à vous », conclut Frank. Le poids de cette révélation les fit tous taire. Taylor sentit un nœud étrange se former dans son estomac. L'usine, son abri actuel, appartenait légalement à la femme assise en face d'elle. Une femme qui n'avait aucune idée qu'elle vivait là. Avant qu'elle ne puisse décider si elle devait l'avouer, Frank leva brusquement la tête. « Vous avez entendu ça ?» Tous s'immobilisèrent, tendant l'oreille. Le bruit d'un moteur de voiture venait de l'extérieur. Puis, des phares balayèrent les fenêtres du café couvertes de papier, tandis qu'un véhicule s'arrêtait. Frank s'approcha de la fenêtre, le corps tendu. Berline noire, 2 hommes en costume. Ils sont juste là, à observer le bâtiment. Le visage de Margaret devint livide. « Ce sont les hommes de Pritchett. Je reconnais la voiture. C'est le même genre qui se garait devant chez nous après la mort de papa. » Frank agit rapidement, remettant les preuves dans la boîte à outils. « Quelqu'un savait qu'on se réunissait ici. Tu avais ton téléphone sur toi quand tu as organisé tout ça ?» demanda-t-il à Margaret. « Oui, mon téléphone ne m'a pas quitté de la journée à l'école. Il a pu être sur écoute. »« Il faut se séparer, » décida Frank. « Je vais apporter les preuves à une avocate de confiance, Eliza Chen. Elle est spécialisée dans les affaires de dénonciation d'entreprise. Elle travaille en indépendante, sans lien avec les grands cabinets que Pritchett pourrait influencer. »« Et nous ?» demanda Taylor. « Vous 3, sortez par l'arrière, » ordonna Frank. « Je vais partir dans ma voiture en espérant les attirer derrière moi. Ensuite, dispersez-vous. Pas de téléphone, pas de carte de crédit jusqu'à demain. Rendez-vous au bureau d'Eliza à 10 heures. » Et il griffonna une adresse sur une serviette et la tendit à Margaret. Frank récupéra les preuves, sortant par la porte d'entrée, délibérément visible, avec la boîte à outils sous le bras. Comme prévu, la berline noire s'éloigna du trottoir, le suivant. « Maintenant !» insista Margaret, les menant à travers la cuisine vers une ruelle à l'arrière. Dehors, la nuit de février était glaciale,
et une fine neige commençait à tomber. Margaret les guida 2 rues vers l'est, regardant constamment par-dessus son épaule avant de héler un taxi. « Où va-t-on » demanda le chauffeur. « Washington Heights » décida-t-elle, nommant un quartier à l'autre bout de la ville, loin de leur véritable destination. Taylor comprit sa manœuvre. Créer une fausse piste. Après que le taxi les eut déposés à un carrefour animé de Washington Heights, elles marchèrent immédiatement jusqu'à un arrêt de bus et prirent un bus qui traversait la ville. « Ces hommes nous suivent vraiment ?» demanda Iris. « On est juste prudente, ma chérie », la rassura Taylor. La réalité de leur découverte et le pouvoir de l'homme impliqué commençaient à s'imposer. Margaret était assise en face d'elle. « Où pouvez-vous aller ce soir? Vous avez de la famille en ville? Des amis qui pourraient vous héberger? » « Nous logions à l'usine. »« Votre usine? L'usine textile? Mais elle est abandonnée, en ruine. »« Nous sommes sans abri, » dit simplement Taylor. « Depuis 18 mois, l'usine a un toit et des murs. C'est mieux que les autres options. » Margaret eut un temps d'arrêt. « Bien sûr, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé. » Elle réfléchit un instant. « En fait, c'est peut-être l'endroit le plus sûr pour ce soir. Pritchett ne s'attendrait jamais à ce que nous y allions, et apparemment, j'en suis maintenant la propriétaire. » Elle tenta un petit sourire, mais il flancha. « Je n'ai pas mis les pieds dans ce bâtiment depuis mes 13 ans, la semaine avant la mort de mon père. Il m'y emmenait parfois le samedi et me montrait comment fonctionnaient les métiers à tisser. » Le bus s'arrêta brusquement. « C'est notre correspondance. Allons-y. » Elles changèrent de bus 2 fois de plus, suivant un itinéraire tortueux pour revenir du côté est de la ville, où se trouvait l'usine. Pendant tout le trajet, Margaret resta vigilante. Taylor remarqua comment elle utilisait les surfaces réfléchissantes, les vitres des bus et les vitrines des magasins, pour vérifier derrière elle sans que ce soit évident. « C'est ma mère qui m'a appris ça », expliqua Margaret. « Après la mort de mon père et le début des menaces, comment observer sans en avoir l'air, comment semer quelqu'un qui vous suit. » Il était près de 23 heures quand elles arrivèrent enfin à la clôture en grillage qui entourait l'usine. Le trou que Taylor utilisait était à peine visible dans l'obscurité. « Par ici », murmura-t-elle. « C'est étroit, mais ça passe. » Une fois à l'intérieur du vaste rez-de-chaussée de l'usine, Margaret s'arrêta. Sa silhouette était figée dans la faible lumière qui filtrait par les fenêtres brisées. Taylor pouvait sentir son conflit intérieur, les souvenirs du lieu dans son passé vibrant se heurtant à son état de désolation actuel. « Le bureau de mon père était là-haut, par ces escaliers, » dit doucement Margaret en désignant un escalier métallique. « 2e porte à droite. Il avait un bocal de bonbons sur son bureau pour moi. Nous allons rester dans ce qui était probablement le bureau du contremaître, là-bas. Ce n'est pas confortable, mais c'est sûr. » Elle les guida à travers le sol jonché de débris, Iris lui tenant fermement la main, et Margaret la suivant comme une somnambule. Quand elles arrivèrent au bureau qui était devenu leur maison, Taylor ressentit une pointe de honte devant sa pauvreté évidente. Les couvertures empilées sur des palettes en bois, les meubles faits de caisses de lait, le réchaud de camping, leurs quelques biens soigneusement rangés pour créer une illusion de normalité. « Désolée, ce n'est pas grand-chose », commença-t-elle. « Ne vous excusez jamais. » Sa voix était chargée d'émotion. « Vous avez fait ce que peu de gens feraient. Vous avez vécu avec dignité, dans des circonstances impossibles, élevé une enfant, et vous avez encore trouvé le courage moral de chercher la justice quand vous auriez pu tout ignorer. » dit. Le simple fait de le reconnaître fit monter des larmes inattendues aux yeux de Taylor.
Depuis si longtemps, elle portait le poids de l'échec. L'échec de ne pas pouvoir offrir un foyer convenable à Iris. L'échec de ne pas avoir pu maintenir la stabilité de classe moyenne qu'elles avaient connue autrefois. « Merci », murmura-t-elle. Elles s'installèrent pour la nuit, partageant les couvertures et la nourriture que Taylor avait. Une boîte de haricots, quelques crackers, une seule pomme coupée en 3. Margaret insista pour dormir par terre, laissant le lit de palette à Taylor et Iris. « Est-ce que Frank ira bien ?» demanda Iris. « Frank sait ce qu'il fait », la rassura Margaret. « Il a été détective pendant 30 ans. Il ne fait qu'apporter des preuves à une avocate. Il ne fait rien d'illégal. » Mais son ton manquait de conviction, et Taylor savait qu'elles pensaient toutes la même chose. Dale Pritchett avait apparemment commandité un meurtre et en avait couvert 5 autres. Que ne ferait-il pas pour empêcher cette vérité de refaire surface après toutes ces années? À l'aube, Margaret était déjà réveillée, assise sur une caisse de lait près de la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir. « J'ai réfléchi », dit-elle en remarquant que Taylor bougeait. Taylor s'assit avec précaution. « À quoi ? » ?»« À ce qui va se passer ensuite. Frank va apporter les preuves à Eliza Chen. Elle nous conseillera sur les options légales, mais même dans le meilleur des cas, ce sera un long processus. Monter un dossier pour un homicide vieux de 40 ans contre un homme puissant, ce ne sera ni facile, ni rapide. « Je comprends, » dit Taylor. « Pendant ce temps, » poursuivit Margaret, « il y a la question immédiate de vous et d'Iris. » Elle désigna le bureau d'un geste. « Ce n'est pas tenable, surtout maintenant que vous êtes impliqué dans ce qui pourrait devenir une affaire très médiatisée. On s'en est sorti jusqu'ici. » « Vous vous en êtes remarquablement sorti, » reconnut Margaret. « Mais vous ne devriez pas avoir à simplement vous en sortir. Et concrètement, si les hommes de Pritchett surveillent les environs, cet endroit pourrait devenir dangereux pour vous. » Cette pensée fit frissonner Taylor. Elle regarda Iris, qui dormait encore paisiblement, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. « Que suggérez-vous ? » « J'ai une maison, » dit Margaret. « Rien d'extraordinaire. Un petit appartement de 2 chambres dans l'ouest. Je vis seule. Il y a une chambre d'amis qui prend la poussière. » Elle regarda Taylor droit dans les yeux. « Restez avec moi, toutes les deux, au moins jusqu'à ce qu'on y voie plus clair. » « Ah, pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle finalement. « Parce qu'il y a 40 ans, quelqu'un aurait dû aider ma famille, mais personne ne l'a fait. Parce que mon père est mort en essayant de protéger des gens qu'il ne connaissait même pas. Parce que... » Elle marqua une pause. « Je pense que c'est ce qu'il aurait voulu que je fasse. » Avant que Taylor ne puisse répondre, Iris s'agita. « C'est déjà le matin ? » « Eh bien, ma chérie, » répondit Taylor en lissant les cheveux emmêlés de sa fille. « Et nous devons nous préparer. Nous avons une réunion importante à 10 heures. » « T'es sûr ?» Elles firent de leur mieux pour se préparer, se lavant avec de l'eau en bouteille et enfilant les vêtements les plus propres qu'elles possédaient. Margaret les observait avec un mélange de tristesse et d'admiration, tandis que Taylor aidait Iris à se brosser les dents avec un gobelet d'eau et du dentifrice soigneusement rationné. « Tu as pensé à tout, » observa-t-elle. Taylor haussa les épaules. « On s'adapte. C'est nécessaire. » Les filles étaient prêtes à partir. Taylor prépara un petit sac avec le strict nécessaire. Des papiers, des médicaments, le lapin en peluche d'Iris. Le reste devrait être laissé derrière pour le moment. « Est-ce qu'on reviendra ?» demanda Iris. « Je ne pense pas, ma chérie, pas pour y rester, mais nous nous assurerons de récupérer le reste de nos affaires plus tard. » Elles se rendirent avec précaution à l'adresse que Frank avait fournie, un modeste bâtiment dans un quartier d'affaires. La porte portant la plaque
Elisa Chen, avocate, se trouvait au 3e étage. À l'intérieur, Frank attendait déjà en compagnie d'une femme asiatico-américaine d'une quarantaine d'années, au regard perçant. Elisa Chen, sans doute. La boîte à outils était ouverte sur le bureau, son contenu étalé en piles ordonnées. « Elles sont arrivées », lui dit Frank. « Des problèmes ?»« Non », répondit Margaret. Elisa Chen se leva, tendant la main d'abord à Margaret, puis à Taylor. « Frank m'a mise au courant de la situation. J'ai passé la matinée à analyser ses documents. » Elle désigna le contenu de la boîte à outils. Des preuves convaincantes de plusieurs crimes. Détournement de fonds, mise en danger d'autrui, fraude, obstruction à la justice et potentiellement homicide involontaire, voire meurtre. Elle parlait avec une précision clinique. Cependant, je veux être absolument clair sur les défis. Le délai de prescription a expiré pour la plupart de ces crimes. Le meurtre n'a pas de délai de prescription, mais prouver un homicide 40 ans après les faits, même avec ces preuves, sera difficile. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» demanda Margaret. « Que Pritchett va s'en tirer une fois de plus ?»« Pas nécessairement, » répondit Elisa. « Il existe d'autres approches. Poursuite civile contre Pritchett personnellement, action en justice pour mort injustifiée, exposition médiatique. Ces options n'aboutissent pas à une peine de prison, mais elles peuvent permettre d'obtenir une certaine forme de justice, une reconnaissance publique de ses torts et, éventuellement, une compensation financière pour les familles des victimes. »« Les familles, » murmura Taylor. « Nous devrions les retrouver. Les autres ouvriers qui sont morts. » Frank hocha la tête. « J'ai déjà commencé à dresser une liste. Avec votre permission, Elisa pourrait les représenter collectivement. »« Et la cassette d'Adelaide ?» demanda Margaret. Frank l'a apportée à un spécialiste ce matin. Ils essaient de la restaurer, mais après 40 ans, la dégradation est importante. Il est possible que nous n'en tirions rien d'utilisable. La conversation se poursuivit, plongeant dans les stratégies juridiques, les délais potentiels, les forces et les faiblesses du dossier. Pendant tout ce temps, Iris resta assise en silence sur une chaise dans un coin, dessinant sur du papier qu'Elisa lui avait fourni. Finalement, Elisa aborda un sujet qui flottait dans l'air. « Il y a aussi la question du coffre-fort à la First National Bank. D'après la lettre d'Adelaide, c'est le coffre 891. Nous avons les codes d'accès. » Elle prit la petite enveloppe parmi les preuves. « Frank et moi pensons que nous devrions vérifier cela au plus vite. »« Pourquoi cette urgence ?» demanda Taylor. « Parce que si Pritchett est au courant de la boîte à outils, » expliqua Frank, « il pourrait aussi connaître l'existence du coffre. Les banques ont des procédures, mais les coffres forts ne sont pas impénétrables, surtout si quelqu'un a de l'influence. » Ils décidèrent d'y aller immédiatement. La First National Bank n'était qu'à quelques pâtés de maison. Sa grande façade de pierre témoignait de la vieille fortune et du pouvoir établi. À l'intérieur, Taylor se sentit très consciente de son apparence débraillée au milieu du marbre poli et de l'acajou. Mais Elisa, avec son assurance et sa tenue professionnelle, géra l'interaction avec aisance, présentant la lettre d'Adelaide, les codes d'accès et expliquant que Margaret était l'héritière d'Adelaide. Après vérification, on les escorta jusqu'à la salle des coffres. Le coffre 891 était plus grand que Taylor ne l'avait imaginé, de la taille d'une petite valise. L'employé de la banque déverrouilla une serrure avec une clé maîtresse, puis les laissa utiliser la clé du client et le code d'accès. Les quatre, Elisa, Frank, Margaret et Taylor, se rassemblèrent autour de la boîte une fois ouverte. Iris était restée dans la zone d'attente, sous l'œil attentif d'un agent de sécurité de la banque. À l'intérieur du coffre, il y avait deux objets, une épaisse enveloppe en papier Kraft et un plus petit paquet cadeau avec une carte adressée à Margaret. Margaret ouvrit la carte, les mains tremblantes.
À l'intérieur, de la même écriture fine que la lettre originale, il était écrit: Ma chère Margaret, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a enfin trouvé le courage que je n'ai jamais eu. Cet argent devait être ton héritage, le legs de ton père. Thomas voulait qu'il serve à ton éducation, à ton avenir. Je n'ai pas pu te le donner il y a toutes ces années. De l'argent sale, pensai-je. Utilise-le d'une manière qui t'apportera la paix. Et, s'il te plaît, sache que je regrette de ne pas avoir été assez forte pour protéger la mémoire de ton père. Adelaide. L'enveloppe en papier Kraft contenait de l'argent, une somme substantielle, entièrement en vieux billets. Frank compta rapidement. 47 000 $, annonça-t-il en haussant les sourcils. Margaret regarda l'argent, puis la note, les émotions visiblement en conflit. Je n'en veux pas, dit-elle finalement. Pas pour moi. Cela doit aller aux familles des autres ouvriers. Elle se tourna vers Taylor. À ceux qui ont découvert la vérité quand personne d'autre ne l'a fait. Non, c'est ton héritage, le legs de ton père. Nous discuterons des options plus tard, intervint Elisa en remettant l'argent dans l'enveloppe. Pour l'instant, retournons à mon bureau et planifions nos prochaines étapes. De retour à la lumière du jour, à l'extérieur de la banque, Taylor éprouva une étrange sensation d'irréalité. En moins de 48 heures, leur vie avait été complètement bouleversée, passant de la routine désespérée de la survie au centre d'une conspiration meurtrière vieille de plusieurs décennies. Et maintenant, il y avait de l'argent en jeu, compliquant encore le paysage moral. Elle regarda Iris, qui gambadait un peu plus loin avec Margaret, montrant du doigt des formes dans les nuages. Malgré tout, sa fille semblait plus insouciante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Alors qu'ils approchaient de l'immeuble de bureau d'Elisa, Frank se tendit soudain, posant une main sur le bras de Taylor. « Ne réagis pas, » murmura-t-il, mais la berline noire est de l'autre côté de la rue. 2 hommes observent le bâtiment. Le cœur de Taylor s'emballa. Elle appela nonchalamment Iris, qui revint en courant à ses côtés. Margaret vit aussi la voiture. Son visage pâlit, mais elle garda son sang-froid. L'entrée de service, dit calmement Elisa, les guidant dans une ruelle vers une porte dérobée. À l'intérieur, elles montèrent les escaliers de service jusqu'à son bureau, entrant par la porte arrière. Ils deviennent plus audacieux, observa Frank d'un ton sévère, ce qui signifie qu'ils sont désespérés. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. En quoi est-ce une bonne nouvelle ? Demanda Taylor. Ça veut dire qu'ils ont peur de ce que nous avons découvert, expliqua Frank. Elisa hocha la tête en signe d'accord. Nous devons agir vite maintenant. Je vais rédiger les documents juridiques aujourd'hui. Une plainte formelle citant Pritchett et demandant la réouverture de l'enquête sur la mort de Thomas Brennan. Frank va sécuriser les preuves dans mon cabinet et je vais contacter un journaliste de confiance aux tribunes. Et pour Taylor et Iris ? Demanda Margaret. Elles sont les plus vulnérables dans cette situation. Tous les yeux se tournèrent vers Taylor. La réalité de la situation s'abattit de nouveau sur elles. Elles étaient sans abri, sans ressources, et maintenant potentiellement la cible d'ennemis puissants. « Mon offre tient toujours, » dit fermement Margaret. « Venez chez moi. Ma maison n'a rien d'extraordinaire, mais elle est sûre. Elle est dans un bon quartier, et Pritchett ne saurait pas où vous chercher. »« Merci, » dit-elle simplement. « Nous acceptons. » La maison de Margaret était en effet modeste. Un petit bungalow dans une rue tranquille bordée de maisons similaires. Mais pour Taylor et Iris, qui avaient vécu dans un moulin abandonné, cela ressemblait à un palais. Il y avait un chauffage qui fonctionnait, de l'eau courante, un réfrigérateur plein de nourriture et une machine à laver. La chambre d'amis est par ici, expliqua Margaret en les conduisant dans un petit couloir. Ce n'est rien de spécial. Je l'ai surtout utilisé comme bureau à domicile. La pièce contenait un canapé-lit, un bureau
et des étagères remplies de livres d'histoire, témoignant de la profession de Margaret. Je vais mettre des draps propres sur le lit. Les serviettes sont dans le placard de la salle de bain. Elle hésita. J'ai quelques vêtements qui pourraient aller, Taylor. Ce sont juste des vêtements en trop, des choses que je ne porte pas souvent. Taylor sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, parvint-elle à dire. Je peux prendre une douche? Demanda Iris. Elle s'était contentée de toilettes de chat dans des toilettes publiques pendant des mois. Bien sûr, sourit Margaret. Prends tout ton temps. Il y a de l'eau chaude à volonté. Pendant qu'Iris prenait sa douche, chantonnant joyeusement pour elle-même, Taylor se tenait maladroitement dans le salon, profondément consciente du contraste entre son état et cet environnement confortable, bien que simple. « S'il vous plaît, asseyez-vous » insista Margaret. « Voulez-vous du thé ou du café ?»« Un café serait formidable, » admit Taylor. Tandis que Margaret se dirigeait vers la cuisine, Taylor remarqua les photographies sur les murs. La plupart étaient des paysages, mais il y avait quelques photos personnelles. L'une montrait une Margaret beaucoup plus jeune, en toge et mortier. Une autre la montrait avec une femme plus âgée, qui devait être sa mère. « Vous ne vous êtes jamais mariée ?» demanda Taylor. « Non, je n'ai jamais trouvé la bonne personne, » dit-elle en tendant une tasse à Taylor. « Ma mère est décédée il y a 10 ans, un cancer comme Adelaide. Je suis seule depuis. » Elles restèrent assises en silence un moment, sirotant leur café. Ce fut Taylor qui aborda finalement le sujet qui flottait entre elles. « Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Pritchett? Je veux dire, Elisa pense que nous devrions avancer sur plusieurs fronts simultanément, engager une action civile, contacter les autres familles, approcher les médias et… » Elle hésita. « Peut-être confronter Pritchett directement avec un avocat, pour lui offrir une chance d'avouer avant que tout ne devienne public. »« Oh, oui, c'est prudent. » Elisa pense que c'est peut-être la stratégie la plus efficace. À 79 ans, face à la disgrâce publique et à la ruine financière, Pritchett pourrait choisir d'avouer plutôt que de mener une bataille juridique prolongée qui détruirait son héritage, quel qu'en soit le résultat. Leur conversation fut interrompue par Iris, qui sortit de la salle de bain, enveloppée dans une serviette, les cheveux dégoulinants mais le visage rayonnant de bonheur. « Maman, la douche a des jets et le savon sent le citron. » Margaret rit. « Je vais te trouver quelque chose à te mettre, » offrit-elle, disparaissant dans sa chambre et revenant avec un t-shirt doux. « Ce sera grand pour toi. Mais ça devrait faire l'affaire comme chemise de nuit pour l'instant. » Après qu'Iris se fut habillée et installée dans la chambre d'amis, explorant joyeusement les étagères, Taylor s'accorda enfin le luxe d'une douche. Sous le jet d'eau chaude, elle pleura en silence. Des larmes de soulagement, d'épuisement et un mélange complexe d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Le simple plaisir d'être propre, vraiment propre, la submergea. Ce soir-là, elles partagèrent un repas simple de pâtes et de salade. Margaret, apparemment, n'était pas une grande cuisinière. « D'habitude, je ne cuisine que pour moi, » expliqua-t-elle en s'excusant. « C'est parfait, » la rassura Taylor. Après le dîner, alors qu'elles étaient assises dans le salon, Elisa appela pour faire le point. La cassette avait été partiellement restaurée. Elle n'était pas aussi accablante qu'elle l'avait espéré. Il n'y avait pas d'aveu direct, mais on entendait Pritchett discuter des rapports d'inspection falsifiés, disant « Ce que Thomas ne comprend pas, c'est que parfois, il faut réduire les coûts. Les affaires, ce n'est pas choyer les ouvriers. C'est une question de marge bénéficiaire. Ce n'est pas suffisant pour une poursuite pénale, » expliqua Elisa. Mais, combiné aux rapports falsifiés et aux preuves financières, cela renforce considérablement notre action au civil.
Elle informa également qu'elle avait réussi à déposer les premiers documents pour une action en justice pour mort injustifiée et avait fixé un rendez-vous avec un journaliste du Tribune pour le lendemain. « Et les autres familles ?» demanda Margaret. « Frank en a localisé 3 jusqu'à présent, » répondit Eliza. Il les approche avec précaution, leur expliquant la situation. 2 ont déjà exprimé leur intérêt à se joindre à la poursuite. Il faisait des progrès, mais pour Taylor, une autre préoccupation primait. Qu'adviendrait-il d'Iris et d'elle-même une fois que tout cela serait terminé? La générosité de Margaret ne pouvait et ne devait pas être indéfinie. Elles avaient besoin d'une solution à long terme, d'un moyen de retrouver une stabilité. La question la tint éveillée cette nuit-là, même dans le confort inhabituel d'un vrai lit. À côté d'elle, Iris dormait profondément, d'une respiration régulière et paisible que Taylor n'avait pas entendue depuis des mois. Le lendemain matin apporta de nouveaux développements. Frank arriva tôt, apportant des beignets pour le petit déjeuner et des nouvelles. Le journaliste du Tribune avait accepté de les rencontrer à 14 heures. Ce journaliste, Jake Miller, a une réputation d'intégrité, expliqua Frank. Il a déjà mené des enquêtes sur des malversations d'entreprise. S'il se saisit de cette affaire, Pritchett ne pourra pas l'étouffer. « Dois-je lui parler ?» demanda Taylor. « Je ne suis que celle qui a trouvé la lettre. Je ne sais rien de l'usine, ni de ce qui s'est passé à l'époque. » « Vous êtes bien plus que cela, » la corrigea Margaret. « Vous êtes celle qui a eu le courage moral de creuser cette affaire alors que vous auriez pu l'ignorer. C'est important. Mais non, vous n'avez pas besoin de parler aux journalistes si vous n'êtes pas à l'aise. Et Iris. Je ne veux pas qu'elle soit mêlée à ça. Elle a déjà assez traversé d'épreuves. Ma voisine, Madame Delaney, est une institutrice à la retraite, suggéra Margaret. Elle garde des enfants de temps en temps. Je pourrais lui demander si elle peut s'occuper d'Iris cet après-midi. L'arrangement fut conclu. Madame Delaney, une charmante dame d'environ 70 ans, accepta de veiller sur Iris pendant la réunion. Iris, ravie par la collection de livres pour enfants de la vieille dame et la promesse de biscuits tout juste sortis du four, ne vit aucun inconvénient à rester. La rencontre avec Jake Miller eut lieu dans un café tranquille, près des bureaux du Tribune. Le journaliste était plus jeune que Taylor ne l'avait imaginé. La trentaine, le regard vif derrière des lunettes à monture métallique. Il écouta attentivement Eliza et Margaret lui présenter les preuves et exposer la situation. « Voyons voir si j'ai bien compris, » dit-il lorsqu'elles eurent terminé. Adelaide Brennan, avant de mourir, a laissé des preuves indiquant que son frère Thomas a été assassiné en 1983 par Dale Pritchett, qui a ensuite couvert des manquements à la sécurité, ayant entraîné 5 autres décès. Il regarda Taylor. Et ces preuves étaient cachées dans un box de stockage que vous, Madame Hartley, avez acheté aux enchères. Et maintenant, 40 ans plus tard, vous cherchez à obtenir justice pour ces morts. C'est l'idée, confirma Eliza. L'histoire est solide, mais Pritchett est puissant. Il a des amis au journal, des gens avec qui mon rédacteur en chef joue au golf. Si je vais de l'avant avec ça, il me faut du béton armé. Et c'est... Nous avons les rapports d'inspection, souligna Frank. Les registres financiers, les photos et l'enregistrement, bien qu'ils ne soient pas aussi concluants que nous l'espérions. Je dois tout vérifier, insista Jake, et je voudrais parler aux familles des autres ouvriers décédés. Nous sommes en train de les contacter, l'assura Eliza. 3 ont déjà accepté de se joindre à la poursuite civile. Et Pritchett lui-même ? Demanda Jake. Allez-vous l'approcher avant la publication ? Eliza échangea un regard avec Margaret. Elles envisageaient de lui offrir une chance de répondre, de donner sa version des faits avant que l'histoire ne soit publiée. C'était la déontologie,
et cela les protégeait légalement. S'ils refusaient de commenter ou niaient tout en bloc, cela ne ferait que renforcer leur article. À la fin de la réunion, Jake accepta de poursuivre l'affaire, mais avec prudence. Il aurait besoin d'1 semaine pour vérifier les preuves, parler aux autres familles et préparer un article complet. Si tout se vérifie, promit-il, cela fera la une. Pritchett ne pourra pas s'en sortir. De retour chez Margaret, elles trouvèrent Iris et Madame Delaney en train de préparer une deuxième fournée de biscuits. La cuisine était embaumée d'une odeur de cannelle et le visage d'Iris était rouge de bonheur. « Maman, on a fait des snickerdoodles », annonça-t-elle fièrement. « Madame Delaney dit que j'ai un don naturel pour la pâtisserie. » La vieille voisine sourit. « Elle a un bon tour de main avec la pâte. Il ne faut pas trop la travailler. » Elle rassembla ses affaires pour partir. « N'hésitez pas à m'appeler si vous avez de nouveau besoin de moi. Nous avons passé un après-midi adorable. » Ce soir-là, alors qu'elle discutait des prochaines étapes dans le salon de Margaret, Eliza appela avec une nouvelle inattendue. « Dale Pritchett est au courant de notre action en justice. Son avocat m'a contacté, » rapporta Eliza. « Ils demandent une réunion demain. Uniquement les représentants légaux, disent-ils, pour explorer la question en privé, avant toute attention publique inutile. » « Il essaie de nous acheter, » grommela Frank. « Presque certainement, » convint Eliza, « mais je pense que nous devrions accepter la réunion. Cela nous donnera une chance d'évaluer à quel point ils prennent les preuves au sérieux et ce qu'ils pourraient être prêts à concéder. » Le lendemain, une tempête de neige recouvrit la ville d'un manteau blanc. Eliza se rendit seule à la rencontre de l'équipe juridique de Pritchett, laissant les autres attendre anxieusement chez Margaret. Elle revint en milieu d'après-midi, secouant la neige de son manteau en entrant. Son expression était sombre, mais déterminée. « Ils ont offert un accord, » annonça-t-elle. « 5 millions de dollars à répartir entre toutes les familles, conditionné à une confidentialité totale et à la destruction de toutes les preuves. » « 5 millions de dollars, » répéta Margaret, incrédule. « Pour 6 vies, pour 40 ans de dissimulation. »« Ils ont peur, » observa Eliza. L'avocat, sorti de Harvard avec son costume sur mesure, essayait de paraître décontracté, mais il était nerveux. Ils savent à quel point cela pourrait être préjudiciable. « Vous leur avez dit que nous allions quand même voir la presse ?» demanda Frank. « Je leur ai expliqué que mes clients cherchent la justice, pas l'enrichissement, et que les preuves ont déjà été dupliquées en plusieurs lieux sûrs. »« Qu'ont-ils répondu ?» demanda Taylor. « Ils ont suggéré que les dernières années d'un vieil homme seraient mieux passées en paix que devant les tribunaux. Puis, ils ont augmenté l'offre à 8 millions de dollars. » La Sodoka Sata. Oh, Margaret secoua fermement la tête. Inacceptable. La mémoire de mon père n'est pas à vendre, ni la vérité sur ce qui est arrivé aux autres ouvriers. C'est essentiellement ce que je leur ai dit, confirma Eliza. Cependant, j'ai suggéré une alternative. Pritchett fait une confession publique complète, crée une fondation commémorative pour la sécurité au travail au nom de Thomas Brennan, et les familles reçoivent une compensation équitable déterminée par un médiateur indépendant. « Et ?» demanda Frank. Ils ont dit qu'ils transmettraient les conditions à leurs clients, mais l'expression de l'avocat suggérait que Pritchett n'accepterait pas. L'impasse dura plusieurs jours. L'enquête de Jake Miller progressait, Frank le mettant en contact avec les autres familles qui avaient perdu des êtres chers à l'usine. Eliza se préparait aux 2 scénarios juridiques, un règlement à leurs conditions ou une longue bataille judiciaire. Pendant ce temps, Taylor commença à chercher du travail. Elle ne pouvait pas continuer à dépendre indéfiniment de la générosité de Margaret. Avec l'adresse de Margaret comme référence et une explication soigneusement formulée pour son interruption de carrière, elle postula à des postes de concierge de nuit dans plusieurs établissements. Un soir,
Une semaine après leur première rencontre avec Jake Miller, le journaliste appela avec des nouvelles. « L'article est prêt », informa-t-il. « Mon rédacteur en chef l'a approuvé pour la première page de dimanche. Mais il y a un développement dont vous devez être au courant. » Ils se rassemblèrent autour du téléphone de Margaret, sur haut-parleur pour écouter. « J'ai approché Pritchett directement hier », expliqua Jake. « Courtoisie professionnelle. Une chance de commenter avant publication. Il a refusé de me parler, mais son avocat a appelé ce matin. Ils demandent une réunion en personne avec toutes les parties. »« Toutes les parties, ça veut dire ?» demanda Elisa. « Vous, Madame Chan, Margaret Brennan Hoskins, Frank Owen et spécifiquement Taylor Hartley. Pourquoi moi? Je ne suis que celle qui a trouvé les preuves. »« C'est précisément pour ça, » théorisa Jake. « Vous êtes le joker dans cette histoire, le facteur inattendu qui a tout ramené à la surface après 40 ans. Je pense qu'il veut vous jauger. » Après discussion, ils acceptèrent la réunion à certaines conditions. Elle se tiendrait en terrain neutre, une salle de conférence dans le cabinet d'avocat d'Elisa, avec Jake Miller présent comme observateur, et toutes les preuves resteraient en lieu sûr ailleurs. La réunion fut fixée pour le lendemain après-midi. Iris serait de nouveau avec Madame Delaney, à l'abri de la confrontation. Le jour se leva, froid et clair. Margaret était tout aussi tendue, faisant les 100 pas dans son petit salon, en attendant que Frank vienne les chercher. « Je ne l'ai pas vu depuis que je suis enfant, » confia-t-elle. « Il est venu à l'enterrement de mon père. Il se tenait à côté de ma mère et de moi au cimetière, la main sur mon épaule, disant à tout le monde quelle tragédie c'était, quel grand homme mon père avait été. Je me souviens avoir regardé son visage et avoir su, simplement su, qu'il mentait, qu'il avait quelque chose à voir avec la mort de mon père. Mais j'avais 13 ans, et qui écoute l'intuition d'une enfant en deuil. » Taylor tendit la main et serra celle, tremblante, de Margaret. « Maintenant, ils vont écouter, » promit-elle doucement. « Nous allons les forcer à écouter. » Frank arriva pour les conduire au bureau d'Elisa. Le trajet se fit presque en silence, chacun perdu dans ses propres pensées et appréhensions. Au bureau, Jake Miller attendait déjà, carnet en main, mais gardant une distance respectueuse, un observateur, pas un participant. Elisa les accueillit dans le hall, son attitude professionnelle fermement en place. « Pritchett est déjà là », les informa-t-elle, avec son avocat, Arnold Winningham, et un homme plus jeune qu'il a présenté comme son petit-fils, David Pritchett. « Une démonstration de solidarité familiale », murmura Frank. « Soyez prêts, » avertit Elisa. « Il essaiera probablement de s'humaniser, de faire des appels à l'émotion. Ne le laissez pas contrôler le récit. » Elle ouvrit la porte et ils entrèrent. Dale Pritchett était assis au bout de la table de conférence, un homme grand et mince, aux cheveux blancs et aux yeux bleus perçants, qui ne trahissait aucun signe de fragilité malgré ses 79 ans. À côté de lui, un homme à l'allure distinguée dans un costume coûteux, probablement Winningham, et un homme plus jeune, la trentaine, portant un costume similaire mais visiblement mal à l'aise. Pritchett se leva à leur entrée, ses mouvements délibérés mais fermes. « Mademoiselle Brennan Hoskins, » dit-il d'une voix plus forte qu'attendue, « vous ressemblez beaucoup à votre père. » Margaret se raidit mais ne dit rien tandis qu'il prenait place de l'autre côté de la table. Le regard de Pritchett balaya chacun d'eux, pour finalement se poser sur Taylor. « Et vous devez être Mademoiselle Hartley, » dit-il en l'étudiant avec une intensité dérangeante. « La femme qui a trouvé les affaires d'Adelaide. » Aïe. Taylor soutint son regard. « Une trouvaille heureuse pour vous. On pourrait presque dire providentielle.
intervint Elisa. Monsieur Pritchett, vous avez demandé cette réunion. De quoi souhaitez-vous discuter exactement? Je suis ici pour mettre fin à ce spectacle inutile avant qu'il ne nuise à d'autres vies. Un spectacle inutile? Répéta Margaret. 6 hommes sont morts. L'un d'eux était mon père. Les accidents surviennent en milieu industriel, répondit Pritchett. Tragique, oui, mais pas criminel. Adelaide était confuse dans ces dernières années. Elle imaginait des complots, nourrissait de vieilles rancunes. Les preuves suggèrent le contraire, rétorqua Frank. Les rapports d'inspection falsifiés, les fonds de maintenance détournés, la documentation détaillée de Thomas Brennan sur votre combine. L'avocat de Pritchett se pencha en avant. De prétendues preuves, des documents vieux de 40 ans qui auraient pu être modifiés par n'importe qui, un enregistrement si dégradé qu'il est à peine intelligible. Rien de tout cela ne tiendrait devant un tribunal pénal. Peut-être pas, admit Elisa, mais devant un tribunal civil et devant le tribunal de l'opinion publique, avec 6 familles témoignant sur les êtres chers qu'elles ont perdus, je pense que vous trouverez l'impact bien différent. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Demanda finalement Pritchett. Margaret répondit avant qu'Elisa ne le puisse. La vérité. Une reconnaissance publique de ce que vous avez fait. Une fondation commémorative au nom de mon père pour la sécurité au travail et une compensation équitable pour les familles, déterminée non pas par vous, mais par un médiateur indépendant. Impossible, trancha l'avocat de Pritchett. Mon client maintient son innocence. Tout règlement serait purement humanitaire, sans aveu de culpabilité. Alors nous n'avons plus rien à nous dire, répondit Margaret en commençant à se lever. Attendez. C'était le petit-fils qui avait parlé, s'attirant un regard sévère de Pritchett et de l'avocat. Il sembla lutter intérieurement avant de continuer. Grand-père, peut-être devrions-nous considérer leurs conditions. David, l'avertit Pritchett, ceci ne te regarde pas. Si, ça me regarde, insista le jeune homme. C'est mon avenir aussi. Pritchett Consulting porte notre nom, mon nom. Tout ce qui sortira dans la presse à propos de cette affaire m'affecte aussi. Puis... Il se tourna vers Margaret avec une expression sérieuse. Je n'ai jamais rien su de tout ça. Je suis né après la fermeture de l'usine. Mais si ce que vous dites est vrai, il regarda son grand-père. Alors nous vous devons plus que de l'argent. Nous vous devons la vérité. M'a dit. Et... Le visage de Dale Pritchett se durcit, mais quelque chose dans les paroles de son petit-fils sembla le toucher. Il fixa la surface polie de la table de conférence pendant un long moment. Puis, il leva les yeux pour croiser ceux de Margaret. « Que voulez-vous que je dise » demanda-t-il. « Que j'ai rogné sur les coups, que j'ai détourné des fonds. Très bien, je l'ai fait. Les affaires étaient difficiles. L'industrie textile se mourait. Nous faisions face à une concurrence étrangère que nous ne pouvions pas égaler. Et mon père l'a découvert, dit Margaret. Thomas était un idéaliste. Il ne comprenait pas les réalités du monde des affaires. Il a menacé de tout révéler, de nous faire fermer plutôt que d'opérer avec ce qu'il appelait de l'argent sale. Savez-vous combien d'emplois auraient été perdus? Des centaines. Alors vous l'avez fait tuer, affirma Frank. Non. Le déni de Pritchett fut véhément. Je n'ai jamais ordonné la mort de qui que ce soit. Je me suis simplement assuré que la machine qu'il inspectait ce jour-là ne soit pas correctement sécurisée. Je pensais que ça lui ferait peur, le blesserait peut-être assez pour qu'il reconsidère sa position. Ce n'était jamais mon intention. Et les 5 autres ouvriers? Demanda Taylor. Étaient-ce aussi des accidents ou des menaces qui ont mal tourné? Mon Dieu, grand-père, murmura David, le visage blême. Comment as-tu pu? Les épaules du vieil homme s'affaissèrent. C'était une autre époque, dit-il. Il fallait faire des sacrifices pour le progrès, pour le profit, des sacrifices humains. Mon père,
ces autres hommes, leurs familles, intervint Margaret. Finalement, Eliza prit la parole. Monsieur Pritchett, je crois que nous avons ici les bases d'un accord. Une déclaration publique complète reconnaissant votre rôle dans les manquements à la sécurité qui ont conduit à ces décès, la création d'une fondation commémorative et l'indemnisation des familles, comme nous en avons discuté. Pritchett se tourna vers son avocat, qui hocha la tête, résigné. L'alternative est pire, murmura Winrobe. Un procès public, la couverture médiatique, la réouverture possible d'enquêtes criminelles. Très bien, accepta Pritchett. Rédigez l'accord. Je signerai. Alors qu'il se préparait à partir, Taylor se retrouva face à Pritchett dans le couloir, à l'extérieur de la salle de conférence. Un instant, ils se dévisagèrent. L'homme puissant, humilié par la vérité, et la femme sans abri, qui avait contribué à la révéler. Vous auriez pu vendre cette boîte à outils et son contenu au plus offrant, observa Pritchett à voix basse. Pour une femme dans votre position, cela aurait été le choix logique. Certaines choses ne sont pas à vendre, monsieur Pritchett, répondit-elle simplement. La dignité, la vérité, la justice. Vous avez passé votre vie à croire que tout et tout le monde avait un prix. Je suis navré que vous n'ayez jamais appris le contraire. Elle lui tourna le dos, le laissant seul dans le couloir, un homme confronté au véritable coup de la fortune qu'il avait bâti. L'accord fut finalisé en quelques jours. Dale Pritchett signa des aveux détaillés, reconnaissant sa responsabilité dans les manquements à la sécurité qui avaient causé la mort de Thomas Brennan et de 5 autres ouvriers. Il accepta de verser 10 millions de dollars à la Fondation mémoriale Thomas Brennan pour la sécurité au travail et consentit à un fonds d'indemnisation de 15 millions de dollars, à répartir entre les familles des victimes, y compris Margaret. Le Tribune publia l'histoire en première page de son édition du dimanche, comme convenu. L'article méticuleux de Jake Miller révéla la dissimulation qui avait duré 40 ans, la découverte des preuves cachées par Adelaide et la confession finale de Pritchett. La réaction du public fut immédiate et intense. D'anciens employés de l'usine Brennan témoignèrent à leur tour, racontant leurs propres histoires de conditions dangereuses et d'accidents évités de justesse. D'autres journalistes commencèrent à enquêter sur des cas similaires dans des usines appartenant à des partenaires commerciaux de Pritchett. Le conseil municipal entama une révision de tous les bâtiments et rues portant le nom de Pritchett, beaucoup réclamant qu'il soit rebaptisé. Pour Taylor et Iris, l'attention médiatique fut inconfortable, mais brève. Jake Miller respecta leur vie privée, ne mentionnant Taylor que comme la femme qui a découvert les preuves cachées d'Adelaide Brennan, sans entrer dans les détails de sa situation. 3 semaines après la découverte dans l'entrepôt 273, Taylor reçut une offre d'emploi. Gardienne de nuit à l'hôpital de la Miséricorde, le même hôpital où elle avait autrefois travaillé comme aide-soignante. Le responsable du recrutement ne la reconnut pas, et Taylor ne le lui rappela pas. Il lui suffisait d'avoir à nouveau un emploi stable, avec une assurance maladie qui couvrirait les médicaments d'Iris pour son asthme, le tout complété par une petite avance de Margaret. Taylor trouva un modeste appartement de 2 pièces au-dessus d'une laverie. Ce n'était rien d'extraordinaire. Peinture écaillée, linoléum fissuré, un réfrigérateur capricieux, mais il y avait un chauffage qui fonctionnait, l'eau courante et une porte qui fermait à clé. Après 18 mois de vie sans domicile, cela ressemblait à un palais. Margaret les aida à acheter le nécessaire. Un canapé d'occasion, une table pliante avec 2 chaises et des lits pour chacune d'elles. Taylor insista pour la rembourser plus tard, et Margaret n'argumenta pas, comprenant son besoin d'indépendance. Grâce à l'accord, Margaret reçut 2,5 millions de dollars en tant qu'héritière de Thomas Brennan. Elle fit immédiatement don d'1 million à diverses organisations d'aide aux sans-abri, en disant simplement « J'ai vu de mes propres yeux à quel point cela peut arriver facilement à n'importe qui.
Et avec une autre partie, elle créa un petit fonds de bourse d'études pour l'avenir d'Iris. C'est ce que Thomas aurait voulu, dit-elle à Taylor quand celle-ci tenta de refuser. Mon père croyait en l'éducation plus que tout. Laissez-le aider une autre enfant, même s'il ne m'a jamais vu grandir. La propriété de l'usine, désormais légalement à Margaret, devint le centre d'un projet de revitalisation communautaire. Au lieu de la vendre à des promoteurs, elle travailla avec la société historique locale pour en préserver une partie en tant que musée commémoratif, documentant la vie et la mort des ouvriers. Le reste serait converti en logements sociaux, un hommage approprié à la préoccupation de Thomas Brennan pour les familles de travailleurs. Dale Pritchett n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. Comme Elisa l'avait prédit, la plupart de ses crimes étaient prescrits, et prouver un homicide 40 ans plus tard, même avec ses aveux, n'était pas juridiquement viable. Mais sa réputation était en ruine. Son entreprise perdit des clients. Le conseil d'administration de sa fondation caritative lui demanda de démissionner. Son adhésion au country club fut discrètement révoquée. Son petit-fils David prit le contrôle de l'entreprise familiale, la rebaptisant et instituant des politiques d'éthique et de sécurité rigoureuses. 6 mois après avoir trouvé l'entrepôt, la vie de Taylor avait retrouvé une nouvelle stabilité. Ce n'était pas la richesse. Elle travaillait toujours de nuit. Elle gérait toujours son budget avec soin, chassait les promotions et économisait le moindre sou. Mais Iris était inscrite à l'école publique, se faisait des amis, s'épanouissait. Son asthme était sous contrôle grâce à un traitement régulier. Elles avaient à manger, des vêtements chauds et un toit qui ne fuyait pas. Margaret était devenue une visiteuse régulière, apportant souvent des livres à Iris ou se joignant à elle pour des repas simples. L'amitié improbable forgée dans la crise s'était approfondie en quelque chose qui ressemblait à une famille. La professeure d'histoire et la gardienne d'hôpital, liées par le destin et un but commun. Un mardi soir, à la fin de l'été, Taylor rentra du travail, épuisée après un service particulièrement difficile. L'appartement était encore presque vide. Elles achetaient des meubles petit à petit, selon leurs moyens, mais il était propre et bien rangé. Iris faisait ses devoirs par terre, son vieux lapin en peluche toujours à ses côtés. Elle leva les yeux lorsque sa mère entra. « Maman, j'ai eu 95 à mon contrôle de maths. » Taylor s'assit à côté de sa fille et la serra dans ses bras. Malgré la fatigue, une vague de fierté la submergea. « Je suis si fière de toi, mon cœur. » Elles restèrent assises un moment dans un silence confortable, les yeux de Taylor se fermant de lassitude. Puis Iris demanda « Tu crois qu'Adelaide est fière de nous ?»« Je pense qu'Adelaide est enfin en paix, » répondit-elle lentement. « Et je pense que Thomas sait que sa petite fille a découvert la vérité. »« Et nous, est-ce qu'on est en paix ?» Taylor regarda autour d'elle ce petit appartement, la peinture écaillée, le linoléum fissuré, mais aussi les devoirs étalés sur le sol, les quelques photos qu'elles avaient commencé à accrocher au mur, les provisions dans le réfrigérateur. Un foyer, ni grandiose, ni parfait, mais le leur. « Oui, » dit-elle doucement. « Oui, je crois bien que oui. » À travers la fenêtre, les lumières de la ville s'allumaient à la tombée de la nuit. Quelque part de l'autre côté de la ville se dressait la vieille usine Brennan, non plus abandonnée, ses vitres brisées remplacées, son avenir réimaginé en mémorial et en renouveau.